Qui suis-je si je suis pas anxieuse? Qui suis-je si je suis pas celle à 1000 à l'heure tout le temps? Qui suis-je si je suis pas la stressée de la vie? Celle capable de faire 3 choses en même temps? Ou celle qui est toujours là pour les autres sans jamais poser de questions, etc., etc. Et pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions d'un coup? Avant toute chose, c'est normal de se poser toutes ces questions. Je voudrais vraiment normaliser ça. Ce serait pas normal si on se les posait pas. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Comment je sais que je suis en train de guérir? Comment je sais si l'anxiété que je ressens veut dire que je sors du figement ou si c'est ma bonne vieille anxiété? Quels sont les signes de guérison? Comment je sais ce qui tient de ma vraie personnalité versus ce qui était le résultat du trauma en moi? Et finalement, comment je sais qui je suis? Et pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions d'un coup? On arrive dans le dernier quart de l'édition d'automne de mon programme Arise et toutes ces questions commencent à émerger. Ces questions sont importantes et on les traverse tous et toutes. Alors je me suis dit que j'allais vous en faire profiter parce que j'adore cette communauté de guérison qui se crée et qui se forme grâce au podcast. Et avant de commencer, j'en profite pour vous remercier vraiment du fond du cœur. Cet épisode, c'est l'épisode 70. J'ai publié le premier épisode de Pas de soucis en janvier 2022, donc ça fera bientôt 2 ans. On célébrera les 2 ans du podcast ensemble. Mais en écrivant les notes pour cet épisode, je pensais à tout le chemin parcouru, à vous tous, à vous toutes, qui m'ont écouté chaque semaine et maintenant chaque 2 semaines depuis 2 ans. Et pour moi, c'est hyper précieux. Vraiment. J'ai une reconnaissance immense que vous soyez là, intéressés par ce que j'ai à dire, par mon histoire, par les concepts que j'essaie de vous apporter de la façon la plus claire possible, mais sans trop simplifier non plus, parce que le trauma, c'est un sujet complexe et on peut pas le réduire en des phrases toutes faites ou en des process en 3 étapes. Donc merci d'écouter, merci de réécouter les épisodes. Je sais que certaines d'entre vous les écoutent plusieurs fois pour intégrer les connaissances et merci de faire le travail sur vous, surtout. Je sais que c'est pas tous les jours facile et que parfois on a juste envie de jeter l'éponge, mais le fait que tu sois ici à écouter le podcast et même si tu fais que ça veut dire qu'il y a cette part en toi qui abandonne pas. Et je veux l'honorer, cette part de toi. C'est peut-être elle aussi qui a envie de guérir vite et qui fait que parfois tu as envie d'abandonner, que tu t'impatientes, que tu aimerais juste revenir à la vie d'avant, à la version de toi qui savait pas tout ça parce que c'était quand même beaucoup plus simple. Mais c'est aussi cette part de toi qui t'a amené vers ce travail qui est vraiment guérisseur, qui t'a amené sur le chemin de guérison et qui, parfois malgré toi, te fait y rester quand même si ça avance pas aussi vite que tu voudrais. Alors merci d'être là et c'est parti pour cet épisode justement sur le chemin de guérison. Pourquoi j'ai l'élan de parler de ce sujet maintenant? Je l'ai dit parce que c'est des questions qui émergent chez les participants et les participantes de mon programme et aussi parce que je sors de plus en plus du trauma moi-même, je le sens. J'ai beaucoup avancé moi-même depuis les épisodes précédents et donc je me suis dit qu'il était temps de réévoquer le sujet. J'avais fait un épisode sur les bénéfices de la guérison, l'épisode 42, que tu peux aller écouter ou réécouter, qui était un peu plus théorique sur ce qui se passe quand on guérit. Quand on guérit dans le sens quand il y a plus de régulation dans notre système. Est-ce qu'on est un jour complètement guéri avec plus aucune trace de trauma ou de dérégulation dans notre système nerveux? C'est un autre sujet et c'est pas un sujet dans lequel je veux rentrer parce que je crois juste pas qu'il serve notre démarche, qui est celle de réguler notre système nerveux. C'est plus un sujet de dissertation, donc on va le laisser là où il est. Dans cet épisode, je vais vraiment en parler de la guérison de façon plus expérientielle, aussi parce que j'ai beaucoup avancé moi-même depuis l'épisode 42 et je continuerai d'avancer. Donc j'ai hâte d'entendre l'épisode 150 du podcast, d'ailleurs, de voir où moi j'en serai. Je vais commencer avec les signes de guérison, le résultat. Et puis je parlerai du processus, à quoi ça ressemble quand on sort du figement. Et puis je terminerai avec les questions existentielles qui émergent et le changement d'identité qui ne manque pas d'arriver quand on sort de la survie, quand on transmute le trauma
et tout ce qui nous est arrivé. Quels sont les signes de guérison ? Ici, la liste, elle est vraiment non exhaustive et expérientielle, empirique. Je vais parler de ce que j'ai remarqué sur moi ces derniers mois. Donc numéro 1, j'ai plus conscience de mon environnement, davantage de conscience de l'environnement qui m'entoure. Quand j'arrive dans un endroit, je m'oriente systématiquement. Et si je le fais pas, maintenant, je sens que quelque chose est bizarre. Par exemple, ces dernières semaines, j'ai beaucoup voyagé pour aller voir mes équipes de Terra. Et je suis entrée dans un train, je me souviens un moment, et j'ai tout de suite ouvert mon livre, sans m'orienter. Hop, je me suis mise dans le siège du train et j'ai ouvert mon livre. Et je sentais une agitation, comme ça un peu dans mon corps, comme un signal que quelque chose allait pas. Et je m'étais juste pas orientée, en fait. Donc j'ai pris 30 secondes pour le faire, et ça y est, mon système, il était arrivé dans le train. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que chaque transition, ça amène une perturbation, une turbulence dans le système nerveux, une micro-activation, on pourrait le dire comme ça. Quand j'arrive dans le train, ma tête, elle sait que je suis dans le train. C'est elle qui a cherché la voiture, la bonne voiture, le bon wagon, le numéro de place, etc. Donc elle sait que je suis dans le train. Mais mon système nerveux, lui, il a besoin d'arriver à travers mes sens, à travers mes 5 sens, pour vraiment que je me sente arrivée, que je me sente en sécurité. Donc je prends le temps d'écouter, de regarder autour de moi. Voilà, j'utilise la vue, j'utilise l'ouïe, je peux utiliser l'odorat aussi, est-ce qu'il y a une odeur ? Et je m'oriente et je laisse aussi mon système nerveux arriver dans le nouvel endroit et pas que ma tête. Et ça va se lier avec mon deuxième point. Donc je suis davantage connectée au monde et aux autres grâce à mes sens, avec en même temps un grand sens du moi. Donc je fais bien la différence entre moi et les autres et mon environnement. De façon générale, je suis plus sensible, alors plus sensible de façon positive, pas l'hypersensibilité désagréable aux stimuli sensoriels, qui ça est un signe de dérégulation. Mais je suis plus sensible, par exemple, à la chaleur de mon thé. Voilà. Par exemple. J'aime bien que ce soit la bonne chaleur. Je suis plus sensible aux odeurs, par exemple, d'une huile essentielle. Ça va vraiment atterrir en moi, cette odeur. Je suis plus sensible aux personnes qui m'entourent aussi. Je capte très vite leur état. Et encore une fois, c'est très différent d'avant. Parce qu'avant, j'avais ça aussi. Je captais tout de suite l'état des autres et je captais tout de suite les autres, mais j'étais entraînée avec eux. Et c'était pas agréable du tout. Leur état de dérégulation, leurs états émotionnels, tout ce qui était présent pour eux à ce moment-là devenait mien. Et ça, c'était pas ok. Maintenant, je capte la personne en sachant et en sentant que elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Donc si elle est pas bien, je peux être dans la présence avec ça, mais je vais pas être envahie par ça. Et ça, c'est une différence immense. Alors, c'est pas parfait tout le temps, et je le sens clairement. Je sens que si je suis dérégulée moi-même, j'ai beaucoup plus de risques de me faire emporter aussi. Je me fais emporter beaucoup plus facilement. Mais j'ai noté cette différence dans les moments où je suis régulée, et c'est très net. Et ça, à mon sens, c'est indispensable quand on veut avoir n'importe quel projet où on collabore avec les autres. Ou juste quand on va au travail et qu'on a des collègues. Sinon, la vie devient impossible. Si moi, c'est les autres et qu'il n'y a aucune différence, et c'est ça que fait le trauma, le trauma brouille ce sens du moi, c'est hyper difficile. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup dans mon activité doTERRA, aussi, à côté de Rise, et ce qui m'est vraiment demandé, c'est de passer un niveau dans mon leadership. Là, je le sens en ce moment. Et avec le leadership viennent les attentes des uns et des autres, les personnes qui sont pas d'accord avec la façon dont on fait les choses, les personnes qui vous critiquent. Ça vient avec, c'est le même package. Parfois, c'est justifié, parfois, ça l'est pas. Et c'est pas la question, en fait. Et c'est pas important. Ce qui est important, c'est la distinction entre soi et l'autre. Que cette distinction, elle soit très claire dans ces moments-là. Sinon, l'activation, elle serait hyper intense. Beaucoup plus intense qu'elle ne l'est déjà. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, quand quelqu'un nous critique, c'est déjà pas facile. Mais s'il n'y a pas cette distinction nette de « Ok, voilà son ressenti, voilà sa pensée. » Et pas que mentalement. Parce qu'on peut se le dire, ça. Oui, ça lui appartient. Mais notre corps, il sent pas du tout que ça lui appartient. Et il fait mien l'activation de l'autre, les critiques de l'autre, le rejet de l'autre, ce que l'autre pense, etc. Donc cette distinction, elle est hyper importante. Et ça m'amène à mon point suivant. Mon point suivant, c'est plus facile de reconnaître mes erreurs parce que la honte toxique est moins forte. Ici, je vais partir d'un exemple concret. Tu sais que j'aime bien raconter des histoires et puis illustrer au maximum les concepts.
Un moment qui a été hyper inconfortable pour moi ces dernières semaines. Il y a quelques semaines, il y a une personne de mon équipe qui m'a écrit un très long mail, plein de colère, en me disant qu'elle était déçue par moi, qu'elle s'était pas sentie considérée par moi ces derniers temps, en listant toute la liste des choses que j'avais faites depuis des mois et qui lui avaient pas convenu. Ce genre d'email est hyper difficile à recevoir et encore plus à accueillir. Et ça a été un moment très inconfortable pour moi et en même temps un moment où j'ai pu voir mes immenses progrès et qui, in fine, a été source de fierté. Donc je vais détailler un peu ce qui s'est passé en moi. À la lecture de cet email, la première chose, c'est que je lisais le contenu et je pouvais sentir ce qui se passait en moi. Donc j'avais comme un peu une vue d'oiseau déjà, une sorte de recul. D'abord, il y avait la sidération, je m'y attendais tellement pas. Et puis la colère, avec tout ce que j'ai fait pour cette équipe, elle est culottée de m'écrire ça, et puis en plus c'est même pas vrai, etc. Et puis tout de suite derrière la tristesse, je fais tellement de choses et personne ne le voit, une sorte de tristesse abattue. Et puis la honte, je dois vraiment être pas bonne dans ce que je fais pour qu'elle m'écrive ça. Et puis l'impuissance mêlée au désespoir, avec tout ce que je fais pour tout le monde, voilà le résultat, et de toute façon ça sert à rien. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que je voyais hyper clairement tout ça, toutes ces parts de moi, avec ces émotions qui se succédaient à l'intérieur. Et donc là, j'ai fait ce qui est le moment un peu pivot quand on est activé, ce qui est le plus difficile, de couper net toutes les pensées. Je me suis juste mise sur mon tapis et j'ai fait bouger l'activation. Pour moi, c'est toujours la première étape. Et c'est la plus difficile parce que il faut sortir des pensées, il faut avoir ce petit recul, cette petite distance, cette petite clarté. Même 10%, 20%, 30% de clarté, ça suffit pour pouvoir passer cette étape d'aller dans le corps, en fait. Donc moi, c'est la première étape, sentir où ça se passe dans le corps et le faire bouger, suivre mon impulsion. Et au fur et à mesure que je bougeais, je me sentais traverser tout ça à nouveau. La colère, la tristesse, la honte, l'impuissance. Et pour chacune de ces émotions, je savais ce que le corps il voulait. Je savais comment il voulait bouger, là où il voulait aller. Et donc j'ai fait ça. Et puis j'ai eu assez de stabilité pour être avec mes parts. Et il y avait une part qui était très présente, c'était une petite Camille. C'était la petite Camille qui faisait toujours tout bien, qui avait toujours les meilleures notes, mais qui avait quand même pas ce qu'avaient ses copines, qui elles avaient des moins bonnes notes, qui elles recevaient des cadeaux pour les bulletins, etc. Et moi jamais. La petite fille qui se sentait pas vue, pas considérée, quoi qu'elle fasse. L'impuissance, le désespoir, c'était ça qui était là. Donc je suis restée avec elle, avec cette part de moi. Voilà, je lui ai dit que je la voyais, je lui ai demandé de quoi elle avait besoin. Et puis doucement, j'ai senti le calme revenir à l'intérieur. Et puis là, à ce moment-là, j'ai eu l'espace, beaucoup plus d'espace, pour me demander comment est-ce qu'un vrai leader compatissant réagirait dans cette situation. Parce que moi, je veux être cette personne. Je veux être dans un leadership compatissant. Donc un leader, qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là ? Il validerait, il dirait « ouais, je comprends, t'as raison, tu t'es senti comme ça ». J'amènerais de la curiosité et j'écouterais et je verrais si c'est réparable. Et si c'est réparable, comment est-ce que je peux réparer ? Et depuis cet état plus régulé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne. Ça m'a demandé du courage, il y avait une petite peur, une petite part à l'intérieur de moi qui avait peur. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne et j'ai fait exactement ça. Valider, poser des questions, écouter. Et ça, c'était nouveau pour moi. Et j'étais hyper fière de ne pas avoir laissé ma part en colère ou ma part qui a honte prendre le dessus. Ma part en colère, peut-être qu'elle aurait renvoyé un mail hyper colérique aussi. Ma part qui a honte, elle aurait essayé de se justifier. Voilà, j'ai pu être dans mon authenticité aussi, dire que j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle écrivait, clarifier mon intention et écouter avec curiosité la personne. Et j'étais fière d'avoir traversé ce moment vraiment inconfortable et difficile même, avec grâce quand même. Et aussi, j'avais vraiment de la gratitude pour cette personne, et pas juste dans le mental en me disant « Oh oui, j'ai appris quelque chose de ce moment difficile ». Vraiment, je pouvais sentir dans mon corps, j'avais de la gratitude pour cette personne de m'avoir exprimé tout ce qu'elle avait sur le cœur. Parce que sur certains points, elle avait raison. Et ça m'a permis de rectifier le tir, de porter de la lumière sur mes angles morts et de voir où je pouvais m'améliorer. Vraiment. Et si elle en avait rien eu à faire, elle m'aurait pas écrit cet email. Donc pour moi, c'était vraiment un signe que cette relation entre nous deux, elle était importante pour elle. Et je pouvais voir tout ça, et je pouvais sentir tout ça.
Et là, je viens de répéter plusieurs fois le mot fierté, 2 ou 3 fois, exprès. Parce que je veux tester comment ça sonne à tes oreilles. Souvent, on confond la fierté avec la vanité. Non, dans le travail somatique, la fierté saine, cette fierté qui nous fait relever les épaules, bomber un petit peu le torse, elle est hyper importante parce que c'est l'antidote à la honte. Donc j'étais fière de cet épisode. Et ça, c'est nouveau pour moi aussi, de pouvoir ressentir de la fierté sans honte dans le corps. De pouvoir différencier très clairement entre la fierté et la vanité. Dans un autre registre, ce que j'arrive aussi à faire beaucoup plus facilement, c'est à dire à mon mari « tu avais raison ». Ça paraît tellement simple, mais pour moi, c'était quasiment impossible ça avant. J'allais toujours me justifier, tournicoter les choses dans un sens pour tourner les choses jusqu'à ce que moi j'ai raison et que je puisse démontrer ça. Parce que j'avais littéralement l'impression de mourir si j'admettais que quelqu'un avait raison. Parce que ça veut dire quoi ? Si t'as raison, ça veut dire que moi j'avais tort. Et ça veut dire quoi si j'ai tort ? Ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Et ça vient ouvrir la porte chez moi, ça venait ouvrir la porte derrière laquelle se trouve un océan de honte toxique. Et donc quand il s'agissait de reconnaître que peut-être j'avais eu tort ou pas tout à fait raison, il y avait toutes mes parts protectrices qui étaient là. Parce que ça, c'était les raccourcis qui se faisaient en moi. C'est ce qui se passait dans mon système. J'ai tort, je suis une mauvaise personne, honte toxique. Et les parts protectrices de moi, elles étaient là, en mode plus jamais on ne va ressentir ça. Parce que c'est trop mortifiant. Et je suis pas complètement guérie de cette honte toxique, loin de là, même. Mais j'ai passé du temps avec ces parts de moi, j'ai ressenti. Et il commence à y avoir moins de peur autour de ça, un peu moins de cette intensité mortifiante. Et ça me permet de dire « t'avais raison » ou de dire « comment est-ce que j'aimerais réagir, là maintenant, face à ces reproches dans cette situation ». Mon troisième point, c'est la colère sort plus facilement et je la sens, la colère. Je me sens plus proche de ma colère, je l'exprime différemment. Avant, je l'exprimais, mais vraiment très peu. Ça restait toujours au stade de la frustration pour moi. Et je me souviens, je disais, moi, il en faut beaucoup pour me mettre en colère. Et j'étais fière d'être quelqu'un de contenu, qui se contenait. Maintenant, je dis l'inverse, et j'affirme même l'inverse. Il en faut pas beaucoup, il en faut peu, très peu, pour que je me mette en colère. Parce que maintenant, je sens ma colère. Je la sens et j'en ai pas peur. Je sais qu'elle est là pour me défendre et je peux la diriger comme je veux. Donc il en faut peu pour me mettre en colère, mais par contre, j'en fais ce que je veux de cette colère. Donc ça peut être grogner, ça peut être serrer les poings. Ça veut pas du tout dire que c'est une colère agressive, mais je vais la ressentir, ça va circuler à l'intérieur. Et dans la relation avec mon mari, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, le sujet de la colère. On a appris chacun à accueillir la colère de l'autre. Parce qu'on fait tous les deux ce travail, on est en train de sortir du figement tous les deux, donc il y a des moments où c'était très tendu, et il y a des moments où c'était même explosif. Parce que quand on sort du figement, il y a toute cette énergie sympathique derrière, et il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup d'irritabilité. Et moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait que si on voulait faire de l'espace pour nos guérisons respectives et préserver l'espace de la relation, il fallait qu'on apprenne à accueillir la colère de l'autre sans se sentir coupable, sans essayer de réparer, juste faire de la place, en fait. Et c'est pas toujours facile, encore aujourd'hui, mais on s'améliore. Et c'est un point, je vais peut-être pas dire de vigilance, mais d'attention. En tout cas, un point dont on veut prendre soin. Donc voilà, on grogne, parfois on crie, on bouge, et ça nous permet de faire circuler la colère à l'intérieur de nous, dans notre propre système, de faire ce demi-tour qui me permet, moi Camille, d'être avec ma colère, lui, Mathis, d'être avec sa colère. Et ça nous permet de réparer beaucoup plus rapidement, parce que ça circule, de réparer après une dispute. Les choses sont dites, elles sont entendues, elles sont accueillies, quand on peut, quand on est régulé, et sinon elles sont accueillies un peu plus tard, et c'est pas grave, et on avance rapidement. Mon quatrième point, c'est je suis plus sensible à la beauté. Quand j'étais à Paris, au début de mes études, pendant mes études, je courais les expositions. Je suis arrivée à Paris, il y avait cette frénésie d'aller dans les expositions, les musées. J'allais vers le beau, mais sans que le beau n'arrive en moi. Je le voyais, mais j'y étais comme imperméable, en fait.
Maintenant, je m'en rends compte. Il y avait quelque chose, c'est beau, ok, mais il n'y avait pas de sensation. Et il n'y a pas longtemps, en séance de somatic experiencing, la thérapeute, elle m'a dit, je lui ai parlé de ça, elle me dit « Ah, c'est comme si vous saviez déjà ce dont vous aviez besoin il y a 10 ans, mais votre système nerveux, il n'était pas prêt pour ça. » Et c'est très juste. Maintenant, quand je m'oriente, je parlais de l'orientation tout à l'heure, et quand je le fais en séance de somatic experiencing pour moi, ou avec mes clients, où je prends encore plus le temps de m'orienter quand je suis en séance, je peux vraiment ressentir la beauté. La dernière fois, j'avais une bouteille, un flacon d'eau de rose, quelque chose comme ça, il y avait un bouchon doré. Et j'étais là, waouh, il est trop beau ce doré, je m'étais jamais rendu compte à quel point j'aime cette couleur dorée. Ou un beau blanc, voilà, une certaine lumière par la fenêtre, des petits détails comme ça qui me procurent vraiment des sensations dans le corps hyper agréables. Alors que, il y a 10 ans, Botticelli, Raphaël, les plus grands maîtres au Louvre, me faisaient rien, me laissaient de glace, presque. En tout cas, je pouvais voir la beauté intellectuellement, mais dans le corps, ça atterrissait pas. Ce qui atterrissait dans le corps, c'était la beauté de la nature. Et là, ce que je peux observer, c'est que maintenant, je suis sensible aussi à la beauté, par exemple, d'un intérieur de maison. Je suis beaucoup plus sensible à la décoration qu'avant, par exemple. Alors qu'avant, je qualifiais tout ça de superflu. Le beau, c'était inutile. Et là encore, on pourrait ouvrir une dissertation de philo sur est-ce qu'on a besoin du beau, mais en tout cas, cette sensibilité au beau, c'est un signe qu'on sort du trauma. Quand on est sans cesse activé dans l'énergie sympathique, quand l'énergie sympathique, elle domine à l'intérieur, il n'y a pas de place pour le beau, il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a pas de place pour le moment présent. Dans le sympathique, c'est est-ce que je combats ou est-ce que je fuis ? Oui ou non ? Bien ou mal ? Il n'y a absolument pas de place pour la nuance. Pour la nuance, pour la beauté, il faut du ventral, il faut de la régulation, il faut de l'expansion pour ça. Donc ça peut paraître futile, mais je t'invite à faire attention à ça, parce que ça, c'est un grand signe qu'on est en train de sortir du trauma. Et je me suis beaucoup jugée pour ça au début. On en revient au sujet d'avant avec la honte toxique, parce qu'il y avait encore tout ça dans mon système. Et il y en a encore de la honte toxique dans mon système. Je suis hyper à cœur ouvert dans cet épisode. Je suis là pour ça. Parce que le long de ce chemin de guérison, je suis aussi sortie de la survie au niveau financier. Et ça, c'est complètement nouveau pour moi. Et c'est pas encore tout à fait intégré d'ailleurs, ça. Donc je me jugeais. Ça y est, tu gagnes un peu plus d'argent et tu veux des belles choses maintenant, alors qu'avant tu t'en fichais. Ça devait être bien vrai, ta croyance que l'argent change les gens, etc. Il y avait tout ce dialogue dans ma tête. Mais maintenant, je vois que ça n'avait rien à voir. Le fait d'être sensible aux belles choses et pouvoir se les offrir, c'est deux choses complètement différentes. Donc là, je parle pas de pouvoir se les offrir, je parle de la sensibilité au beau. Et ça, c'est un signe que tu sors du trauma. Donc si c'est quelque chose que tu observes en toi et que tu le mets un peu sous le tapis, voilà, que tu fais pas attention, ou même que tu te critiques pour ça, comme moi j'ai pu le faire, sache que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a du ventral qui revient. Mon 5e point, j'ai plus d'énergie. Et j'ai plus de vraie énergie, ce que j'appelle l'énergie cellulaire. Et ça, c'est peut-être la plus grande différence que je sens dans le corps. Et avec cette énergie, je fais pas plus de choses, parce que avant, même si j'avais pas l'énergie, je les faisais quand même, les choses, parce que je performais grâce à mes hormones du stress, et c'est encore le cas à plein de moments où je dépasse ma capacité, mais maintenant je sens la différence dans mon corps. Est-ce que c'est de l'énergie d'hormones du stress ou est-ce que c'est de la vraie énergie qui est disponible là maintenant ? Avant, je sentais rien du tout. Ça m'arrive encore souvent de dépasser ma capacité, mais je sais quand je le fais et au maximum, j'essaie de me donner du temps de relâchement, du temps de repos après. C'est vraiment difficile de décrire cette différence dans le corps et je sais pas si j'y arriverai. Juste, je sens de la vraie énergie disponible. De l'énergie produite par ma cellule, par mes mitochondries, versus la fausse énergie de mes pauvres glandes surrénales qui tirent la charrue. C'est très différent dans le ressenti. Et ça s'explique aussi, cette question de l'énergie. Ce qui nous permet d'être debout et de faire ce qu'on a à faire dans la journée, c'est nos cellules, et plus précisément nos mitochondries. Les mitochondries, c'est ce qu'on appelle des organites cellulaires
qui génère la majeure partie de l'énergie chimique qui est nécessaire à toutes les réactions biochimiques de la cellule. En gros, c'est les usines de fabrication d'énergie dans la cellule qui produisent l'ATP. Si on avait plus d'énergie, on serait beaucoup plus capable de répondre aux demandes de notre environnement, de répondre quand il y a un stress qui arrive dans nos vies, sans aller dans un état d'impuissance. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis submergée, quand je ne peux pas faire face ? Je vais dans l'impuissance, voire dans l'effondrement. Je vais dans quoi ? Je vais dans la réponse traumatique. L'impuissance, c'est le trauma. Le trauma, c'est un problème d'énergie. Et ce qui nous donne de l'énergie, c'est la cellule, c'est la mitochondrie. Donc la mitochondrie, elle est au cœur du trauma, de la réponse traumatique. Et il y a un phénomène au niveau de la cellule qu'on appelle la réponse de danger cellulaire, dont j'avais parlé dans l'épisode 57 du podcast, dans la série sur la biologie du trauma. Donc si tu as besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, va écouter cet épisode 57. J'ai pas pu m'empêcher d'inclure une étude scientifique. Je vous ai dit que l'épisode, il allait être expérientiel, mais quand même. Une étude scientifique qui a été publiée en 2020 dans le journal Mitochondrion, qui dit « La réponse de danger cellulaire est une réponse universelle à une menace environnementale ou à une blessure. Bien que la réponse de danger cellulaire soit une réponse cellulaire, elle a le pouvoir de modifier la pensée et le comportement humain, le développement de l'enfant, la forme physique et la résistance, la fertilité et la susceptibilité de populations entières aux maladies. Les mitochondries régulent la réponse de danger cellulaire en surveillant les conditions physiques, chimiques et microbiennes à l'intérieur et autour de la cellule et en y réagissant. Les mitochondries relient ainsi la santé cellulaire à la santé environnementale. Quand on dit qu'on est le résultat de notre environnement, c'est ça que ça veut dire. Nos cellules, elles réagissent à un environnement dangereux, qui soit dangereux à cause des nombreux polluants et pesticides qu'on utilise depuis des années, qui soit dangereux pour un petit enfant parce qu'il n'y a pas de corégulation, parce qu'il y a du chaos dans la famille, qui soit dangereux plus tard dans la vie à cause de l'absence de relations sociales. Donc que ce soit le trauma ou que ce soit l'eau et l'air qui sont pleins de perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est traumatique pour la cellule. Et la mitochondrie, elle peut pas être occupée à réagir à tout ça et à produire correctement de l'énergie. Et donc le trauma, notre environnement et toutes les réponses de survie qui n'ont pas pu être complétées, qui sont coincées dans notre système nerveux et qui, elles aussi, détournent l'énergie dans notre système, tout ça, ça fait qu'on a une faible résilience au stress et que le moindre petit stress peut nous envoyer dans la réponse traumatique. Et c'est comme ça que le trauma alimente le trauma. Donc quand je dis que je sens que j'ai plus d'énergie vraiment cellulaire, c'est hyper important ça. Encore un signe qu'on sort du trauma. 7e point, last but not least, je ne reste plus avec l'inconfortable, difficile, quand c'est inutile. Je m'explique. C'est pas que je fais plus rien de difficile ou que j'évite l'inconfort. Si je me suis engagée dans mon processus de guérison, par définition, j'ai une capacité de plus en plus grande à rester avec ce qui est inconfortable. Je parle vraiment de l'inconfortable et du difficile qui sont inutiles. Exemple, être mal assis, supporter un vêtement qui gratte, avoir froid, etc. Tout ça, avant, ce sont des choses que soit je remarquais même pas, soit je supportais parce que j'avais pas le temps, parce qu'il y avait mieux à faire, etc. Donc je pouvais rester assise des heures à travailler dans une position hyper confortable, en ayant froid et sans rien changer. Aujourd'hui, ce que je sens, c'est que c'est comme si je pouvais pas faire autrement que d'écouter mon système et d'en prendre soin. C'est comme si mon corps et tout mon système nerveux, ils étaient plus présents, plus bruyants aussi, ils s'imposaient. En fait, ils s'imposent maintenant. Et maintenant, je veux être bien. Il y a aussi une histoire de moins de honte toxique là-dedans. Il y a un truc de je mérite d'être bien. Et je sais que c'est pas utile de ne pas être bien. Je ressens plus ce besoin de prouver que je peux tout faire dans n'importe quelle situation, que je suis une warrior. C'est une qualité que j'ai. Je sais que je l'ai, parce que j'ai traversé plein de choses difficiles. Et je suis toujours capable de travailler sur un coin de table, dans un endroit pas du tout idéal, si vraiment je dois le faire, si c'est nécessaire. Je sais que j'ai ça en moi et je peux sortir cette carte de mon chapeau à tout moment. C'est une grande qualité, une grande résilience. Mais si je peux être bien, je vais écouter mon système et lui donner ce qu'il veut. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie résilience. Savoir ce que veut mon système et pouvoir lui donner. Et ça participe à me donner de l'énergie. Je suis moins fatiguée parce que je prends le temps
de me soutenir le dos, de mettre un coussin d'acupression sous mes pieds, sous mon bureau, etc. Et je le répète, mais parce que c'est ça la vraie résilience. Moi, je pensais que la vraie résilience, c'était de pouvoir rester avec l'inconfortable, avec le désagréable. Non, la vraie résilience, c'est être capable de ne pas rester dans une mauvaise posture. C'est de trouver la posture qui me demande le moins d'efforts. De savoir dans quelles circonstances mon système il est le plus confortable et il peut fonctionner de façon optimale. Ça, c'est la résilience. Et avant, moi, je comprenais pas les personnes pour qui leur confort était important. Et pour être tout à fait honnête, je les méprisais un peu. Je les trouvais molles. En fait, je pense qu'elles étaient juste beaucoup plus régulées que moi et qu'elles étaient capables d'écouter leur corps. Ma vision des choses, elle a complètement changé là-dessus. Je sais que je peux faire des choses difficiles, j'en ai traversé plein, et si besoin, je peux en traverser à nouveau, mais je vais pas me mettre exprès dans des situations difficiles pour prouver que je peux le faire. Ça, c'est la nuance et c'est la différence. Maintenant, je vais parler du processus de sortie du trauma, le processus de sortie du figement. Comment est-ce que je sais que je sors du figement ? Alors, un petit rappel sur le figement face à une menace, face à une blessure ou à tout autre événement stressant, mais stressant qui va nous submerger. Notre système nerveux autonome, qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit de façon autonome, donc automatiquement, de façon inconsciente, à un ensemble d'instructions. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre système, il dit « Ok, libère les substances chimiques, active les muscles, cours, combat ». Et si on ne peut pas faire ça, si on ne peut ni fuir, ni combattre, il y a une part plus ancienne de notre cerveau, plus antique, le cerveau reptilien, qui prend le relais et qui dit « Ok, ne bouge plus. Figement. Ok. » Et avec un peu de chance, on peut sortir du figement après, c'est ce que font les animaux. Tout de suite, ils sortent de figement. Ok, sors de ton immobilité, le danger est passé. Mais s'il n'y a aucune de ces instructions, de ces réponses de survie qui ont pu être complétées, le cycle, il n'a pas pu être complété, alors elle reste dans le système. Et c'est comme si on est en train tout le temps d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Le figement, c'est ça. Il y a toute cette activation sous la surface et en même temps l'instruction de rester immobile parce que le danger, il est trop grand et que dans ce moment-là, je peux rien faire. Je peux rien faire parce que j'ai pas les ressources, j'ai pas le soutien ou que c'est ma meilleure chance, c'est de rester immobile. Et si plus tard dans la vie, on ne permet toujours pas à ces réponses de survie de s'achever, de se compléter, à cause du conditionnement social, de la peur peut-être, des circonstances, et ces réponses, elles restent coincées à l'intérieur du système, comme un peu une boucle comme ça, infinie, et ça continue de nous pomper l'énergie. Les hormones du stress, elles continuent à être libérées, et en même temps, tout le métabolisme, il est au ralenti. Parce que le figement, c'est ça, c'est cet état de conservation d'énergie extrême, cet état dorsal. Donc il y a ces deux états en même temps dans le système nerveux. Donc imagine l'énergie que ça prend de maintenir ça, d'essayer de compléter en permanence une réponse de combat et de fuite avec un autre état comme ça dorsal qui écrase ça tout le temps pour garder ça dans le système. Et c'est ça qui fait aussi qu'avec les années, notre santé, elle se détraque. Parce que le système qui se dérègle, qui se dérégule, c'est le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, c'est ce même système qui régit toutes les fonctions automatiques de notre corps, les fonctions immunitaires, la sécrétion hormonale, la digestion, le maintien de la barrière intestinale, la sécrétion d'enzymes, la réparation des cellules, la respiration, le rythme cardiaque, la circulation, etc. Et donc tout ça, à mesure que ce système nerveux autonome il est dérégulé, ça va aussi se détraquer. Et c'est ça qui fait qu'au bout de quelques années, on a ces maladies chroniques, ces maladies auto-immunes, etc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, de plus en plus, on en voit partout. Donc quand on travaille avec son système nerveux, on travaille à sortir doucement, et doucement, c'est un mot-clé ici, du figement. Doucement parce qu'on ne veut pas renvoyer le système dans des états de peur et dans des réponses de survie qui l'ont submergé, in the first place. Comment je sais que je sors du figement ? Alors, ici encore, une liste non exhaustive. Premier point, tu retrouves de l'énergie. Une énergie différente, cette énergie cellulaire dont j'ai parlé. Une vraie énergie. Deuxième point, il peut y avoir de l'anxiété. Ici, ça peut être difficile de différencier avec notre bonne vieille anxiété, mais souvent, on peut quand même faire la différence. Tu peux sentir, parce que c'est vraiment l'anxiété qui revient comme ça sans crier gare.
Alors que t'étais sur le bon chemin, t'es sur le chemin de guérison, ça commençait à aller mieux, et il y a comme une couche de figement qui fond, et hop, il y a de l'anxiété qui revient. Un petit partage personnel ici, l'année dernière, j'ai traversé des grosses couches de figement, j'ai relâché des grosses couches de figement, et j'ai ressenti une grande fatigue. Donc j'ai traversé cet état dorsal, cette grande fatigue, et c'était vraiment une fatigue contre laquelle je pouvais pas lutter pendant 2 ou 3 semaines, et puis pendant quelques jours de l'anxiété. Donc c'était vraiment traverser cet état dorsal, et puis après, derrière, il y a l'énergie sympathique, l'anxiété, c'était vraiment ça, le figement suivi du sympathique, c'était très clair. Et c'est dans ces moments-là que c'est tellement important de comprendre ce qui se passe. Parce que j'aurais pu me dire, oh my god, mais c'est quoi cette fatigue là, je suis en train d'aller en burn-out, j'aurais pu paniquer. Et même chose après, quand l'anxiété est revenue, j'aurais pu me dire, mais ça y est, je suis repartie à la case départ, alors que pas du tout. C'est vraiment important de comprendre ce qui se passe et c'est hyper important d'être clair sur nos ressources et de savoir comment prendre soin de soi, comment savoir prendre soin de notre système nerveux. Un autre point, ça peut être que ça recommence à bouger dans le système digestif, dans tes viscères. Les intestins, l'estomac, le foie, tout ça, ça recommence à faire du bruit. Il peut y avoir du bruit, des gaz, des gargouillis. Ces viscères, ce système digestif, c'est un endroit qui peut être le siège d'énormément de figements. Surtout quand il y a eu du trauma développemental précoce, il y a énormément d'activation qui vient se loger à cet endroit-là. Et donc ça peut se figer très tôt dans la vie. Et on trouve ça normal de rien ressentir à cet endroit-là, ou que ça fasse jamais de bruit, que ce soit très calme. Mais non, c'est pas normal. Cet endroit-là, des viscères et du système digestif, c'est un endroit où ça doit circuler en permanence. La nourriture doit circuler, les sucs digestifs, la sécrétion d'enzymes, il y a plein de choses qui se passent à cet endroit-là. Et ça doit être un peu, on doit sentir que ça bouge, peut-être que ça fait du bruit. Et quand on sort du figement, on peut sentir ça à nouveau. Et c'est important d'en parler parce qu'on peut se dire, oh my god, qu'est-ce qui se passe ? On peut l'associer à quelque chose de mauvais en fait. Alors que non, c'est hyper bon signe. Ou souvent c'est bon signe en tout cas, quand c'est un signe de sortie de figement. Si, il y a des problèmes intestinaux, etc., il y a l'intestin irritable par exemple, ça c'est autre chose. Un autre signe qu'on sort du figement, c'est retrouver de l'élan, de l'envie de faire des choses sans se sentir submergé. Ah, je peux faire plus de choses dans ma journée, puis j'ai vraiment envie de les faire. Cet élan, cette envie de faire. Un autre signe qu'on sort du figement, c'est aussi plus de ressenti. Je parlais là dans le système digestif, mais de façon générale, on ressent plus, que ce soit l'agréable ou le désagréable. Donc je vais plus ressentir, par exemple, si je me cogne. Moi, avant, je vais prendre mon exemple personnel ici aussi, j'allais chez le médecin, toujours au dernier moment quand ça allait plus du tout, avec une certaine fierté en disant « moi j'ai une grande résistance à la douleur ». Parce que je sentais pas. Je pouvais me cogner et tout ça, hop, je prenais pas du tout le temps de sentir. Parfois, je voyais sur moi que j'avais des bleus, et je savais pas du tout d'où ça venait. Parce que j'avais pas senti. Il y avait pas de ressenti de mon corps. Donc, on va commencer à plus ressentir. On va plus ressentir la joie, on va plus ressentir cet élan, cette envie de faire les choses dont je parlais juste avant. On va plus ressentir juste le contact, je sais pas, de ma main sur ma peau, par exemple. Donc ça, c'est peut-être tout l'agréable. Et puis, je vais ressentir aussi tout le désagréable. Je vais vraiment ressentir la douleur quand je me cogne. Je vais ressentir que, là, ce que j'ai mangé, ça passe pas. Et donc là, à ce moment-là, c'est la même chose. On apprend à prendre soin de soi tout de suite. La douleur, hop, je me cogne, je prends le temps de ressentir et hop, tout de suite, je sais pas, je vais me mettre, moi je mets un peu de Deep Blue de chez doTERRA, je vais me mettre un peu d'huile essentielle, je vais mettre de l'homéoplasmine, une crème, ce dont j'ai besoin. Je prends soin de moi tout de suite. Parce que je ressens, en fait. Et du coup, je peux prendre soin de moi. Et un dernier point, c'est que je sens la colère, la peur, même chose pour les émotions, mais particulièrement la colère et la peur, peut-être pour la première fois. Moi, j'ai senti la vraie colère pour la première fois en faisant ce travail. Dans mon corps, une colère hyper puissante. Et j'ai senti ma puissance avec ça. Même chose pour la peur. Ça, c'est pas mon exemple personnel, mais je sais qu'il y a des personnes, des mentors que j'ai écoutés ou des personnes que j'accompagne, qui n'ont jamais ressenti la peur avant de faire ce travail. Alors ça peut paraître peut-être un peu lunaire pour d'autres personnes, mais leur figement, il était tellement bien en place qu'elles ne ressentaient pas la peur. Ça, c'est les personnes qui vont faire des sports extrêmes ou qui se mettent en danger consciemment ou inconsciemment juste pour enfin ressentir quelque chose. Ou c'est les personnes qui vont faire du sport, par exemple, et qui se blessent tout le temps. Ah, mais je me blesse tout le temps au sport.
Pourquoi ? Parce peut-être il n'y a pas de peur, il n'y a pas le corps qui dit « attention, là, danger, c'est trop », et où il n'y a pas de ressenti dans le corps. Donc je sens pas quand je vais trop loin, et donc je finis toujours par me blesser. Donc ressentir la colère, ressentir la peur, ça c'est un autre signe qu'on sort du figement. Et puis mon troisième point pour cet épisode, les questions existentielles et le changement d'identité qui va avec la guérison. Comment je sais ce qui tient de ma vraie personnalité versus ce qui était le résultat du trauma en moi ? Comment je sais qui je suis ? Gabor Maté, il dit que la personnalité, en réalité, c'est un mélange de nos véritables traits de personnalité, ce qui est vraiment moi, et de coping mechanism, donc de stratégies d'adaptation qui viennent du trauma. Quand on commence à faire le travail sur soi, au niveau le plus profond, qui est celui du système nerveux, ça peut être déroutant, parce qu'il y a plein de choses qui bougent, plein de choses qui changent. Je viens d'en parler. Et donc la question « qui suis-je ?» elle émerge, nécessairement. Qui suis-je si je suis pas anxieuse ? Qui suis-je si je suis pas celle à 1000 à l'heure tout le temps ? Qui suis-je si je suis pas la stressée de la vie ? Celle capable de faire 3 choses en même temps ? Ou la solitaire ? Ou celle qui est toujours là pour les autres sans jamais poser de questions, etc., etc. Et pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions d'un coup ? Avant toute chose, c'est normal de se poser toutes ces questions. Je voudrais vraiment normaliser ça. Ce serait pas normal si on se les posait pas. T'as déjà entendu la métaphore de l'oignon qu'on utilise beaucoup dans le milieu du développement personnel. Au fur et à mesure qu'on guérit, c'est comme éplucher un oignon. Et ce dont on parle peut-être un peu moins, c'est toutes les questions qui émergent avec chaque couche de l'oignon. Moi, j'étais, et je suis parfois toujours, cette personne capable de mener 10 projets en même temps, 10 projets de front, encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, tout le monde me dit « Toi, Camille, quand je te vois, je me demande comment tu fais. » Et j'ai envie de répondre aux gens « C'est la magie du figement fonctionnel et je suis en train d'en sortir. » Et en même temps, je sens qu'il y a encore une part de moi qui s'accroche à ça. Je suis hyper ouverte ici, là-dessus. Et une part de moi qui s'accroche à ça, qu'on est fière et qui trouve ça super de pouvoir faire tout ça. Et il y a une autre part de moi, je suis dans une grosse polarité en ce moment, il y a une autre part de moi qui veut vivre un peu plus, qui veut pouvoir prendre son temps, sans penser toujours à 1000 choses à faire. Et c'est en train de s'équilibrer ça, à l'intérieur de moi. Ça fait plusieurs mois que ce processus, il est en marche, et il est lent, parce que c'est le processus de sortie du trauma, et qu'il est lent, mais il est bien là. Je le vois par exemple dans des journées de week-end, alors pas encore des week-ends complets, mais dans des journées de week-end où je ralentis vraiment, sans rien faire de très productif. Voilà. Dans des moments aussi, je le vois, où j'arrive à écouter ma fatigue et à me reposer, même si c'est le milieu de la journée, par exemple. Tout ça, j'arrivais pas à le faire avant. Doucement mais sûrement, je vois que le changement, il se fait. Et encore souvent, à plein de moments, je pousse, je force, mais c'est pas grave. Je sais que c'est plus complètement moi, que c'est en train de changer à l'intérieur de moi. Mais du coup, il y a cette question qui émerge. Qui suis-je ? Si je suis pas cette super-héroïne qui force l'admiration de tous. Et ça, c'est une peau de serpent qui est d'autant plus difficile à lâcher. C'est une couche de l'oignon qui est d'autant plus difficile à traverser qu'elle est hyper valorisée dans la société, au global, et dans les personnes autour de moi aussi qui, aujourd'hui, me voient là où j'en suis aujourd'hui, donc après 6 ans d'entrepreneuriat, où mon activité, elle est plus stable. On pourrait dire peut-être d'une certaine façon qu'elle connaît un certain succès. Donc ils voient ça. Et moi, chez moi, il y a plein de parts de moi qui ont encore peur, qui veulent garder leur cap de super-héroïne. Et je fais de la place à ça aussi, à ces parts de moi qui sont pas encore prêtes à relâcher ce rôle-là ou cet aspect de moi. Cette question, qui suis-je ? Moi, je crois qu'en ce moment, je sais pas bien. Je suis entrepreneur, bientôt j'aimerais être maman et je dois faire de la place aussi, et tout ça, ça vient aussi avec son lot de parts de moi. Je commence à être quelqu'un qui aime bien prendre son temps de faire les choses, ça c'est nouveau. J'étais végane, je le suis plus, depuis un bon moment maintenant. Ça a fait partie de la guérison dans mon corps. Une autre identité à lâcher qui était très forte pour moi, tellement forte que c'était quand même ma première entreprise, donc une autre identité à lâcher. Et je sais pas bien, honnêtement, en ce moment, qui je suis, je crois. Je suis dans ce moment un peu de flottement. Et je te donne tous ces exemples pour normaliser le changement d'identité qui peut être tellement déroutant et qui vient avec la guérison. Et pour
je l'espère que ça te donnera l'autorisation aussi d'ouvrir un espace où pour le moment, il n'y a pas encore de réponse bien claire, ou tout à fait satisfaisante encore à cette question, qui je suis. Et c'est ok, en fait. Et c'est ok. Et cette capacité à laisser ce flou artistique un petit peu, à se laisser être dans le vague, à pas pouvoir répondre de façon tranchée à cette question, qui est de la nuance, ça aussi c'est un signe que je suis en train de sortir du trauma, que toi t'es en train de sortir du trauma aussi. Parce qu'encore une fois, dans le sympathique, il n'y a pas de place pour la nuance. Il y a besoin de ventral pour ça. Donc si je suis capable de poser la question « Qui suis-je ?» et de me dire « Bon, je sais pas trop en ce moment. » Et c'est peut-être ok comme ça. Et de sentir une vraie paix à l'intérieur de moi avec ça. Encore un signe qu'on est dans ce processus de sortie du trauma. Voilà pour cet épisode sur le chemin de guérison, la sortie du trauma, la sortie du figement. Je pensais que ce serait un épisode plus court, et comme d'habitude, j'avais plein de choses à dire. J'espère que cet épisode t'aidera sur ton chemin. Je te remercie d'être ici, parce que l'écriture des épisodes et le partage avec vous tous, avec vous toutes, c'est aussi des processus très guérisseurs pour moi. Donc merci d'être sur mon chemin, merci de faire ce travail, et merci de sortir du trauma. Les gens que tu aimes en ont besoin, le monde en a besoin. Merci d'être ici, prends bien soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode.